derniers jours à Assouan. Et donc, on va parler de l'importance de la tenue de cette réunion et le choix d'Assouan et les recommandations en fait de cette conférence. Pour parler de ces deux justement points ou de cette rencontre en général, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir Dr Kamel Gabala. Bonsoir Dr Kamel Gabala, vous êtes professeur à l'université d'Al-Azhar, et M. Amri Zoheri, vous êtes journaliste. Bonsoir, vous êtes bienvenu. Justement, je commence avec vous, Dr Kamel Gabala. Lorsqu'on parle, vous êtes professeur, donc vous êtes en contact tous les jours avec la jeunesse. Comment voyez-vous l'importance justement de la tenue de telles rencontres? On parle de rencontres mensuelles avec les jeunes. En fait, c'est très important que l'État accorde finalement une attention particulière à la question des jeunes, de la jeunesse, parce que même avant le 25 janvier 2011, les jeunes souffraient beaucoup en fait de leur absence sur l'agenda de l'État, parce qu'on ne cessait de me parler toujours de la part de mes étudiants de gouvernement vieux, parce qu'au temps de Moubarak, il y avait des ministres qui dépassaient même 70 ans en fait. Oui, ce n'est pas un défaut en soi-même, mais où sont les jeunes? C'était la question, en fait. Ce n'est pas pour devenir des ministres, mais même pour assumer la responsabilité de veiller le progrès de leur pays. Alors, en fait, c'est très important de la part du gouvernement d'accorder une attention à la question de la jeunesse pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'il y a cet état de frustration, de déception de la part des jeunes qui, une fois diplômés, ne trouvent pas de chances d'emploi, par exemple. Même aussi, il y a des questions relatives aux jeunes prisonniers pour des manifestations, bien pour d'autres choses. Ils veulent aussi également régler cette question parce que je crois que ce n'est pas logique, en fait, que l'État reste toujours en sorte de désaccord avec les jeunes. Quel que soit, oui, je connais très bien qu'ils sont impulsifs un peu, qu'ils n'arrivent pas à bien régler les choses, à bien se contrôler, oui, c'est vrai, mais c'est la nature même de la jeunesse. Il faut qu'on soit patient vis-à-vis à eux, il faut leur faire apprendre, si vous voulez, doucement, comment, par exemple, vivre la démocratie, comment vivre la liberté d'expression et tout cela. Mais cela ne pourrait jamais venir d'un seul coup comme ça, mais il faut attendre. Donc, il faut que l'État garde toujours le sang-froid vis-à-vis du jeune, malgré le fait qu'ils puissent produire. D'autre part aussi, il y a les questions économiques, parce que les jeunes souffrent en fait d'une sorte d'espoir pour l'avenir, parce qu'ils ne sont pas jusqu'à présent conscients que le pays pourrait changer vers le meilleur. Il faut que l'État aussi redonne la confiance aux jeunes, en fait, qu'on va de mieux en mieux. Très bien. Plusieurs gouvernements, tous les gouvernements en fait, précédents ont été accusés de ne pas accorder assez d'importance, pas seulement à la jeunesse, qu'on vient de le préciser, Dr Kamel Gabala, mais à la Haute-Égypte en général. Voilà, ça c'est une région dite un peu négligée. On a vu des projets qui commencent petit à petit dans quelques gouvernorats, justement le choix de cette ville d'Assouan. Et là, je dois rappeler que le chef de l'État a en fait martelé que le principal objectif de cette rencontre était justement de parvenir à des solutions réelles et des mesures d'exécution pour réaliser le développement dans cette région. Sans doute, c'était un parfait choix fait par le gouvernement de choisir Assouan comme deuxième ville pour accueillir ce genre d'événement qui va être régulier. Donc le prochain serait à Kafr el-Cheikh, donc au nord de l'Égypte. Donc c'est un très bon choix et c'est un accent mis par le gouvernement et par le président sur l'importance du développement de cette région si importante dans l'ensemble de l'Égypte en tant que région qui accueille le Nil de son arrivée sur le territoire égyptien. Donc cela est mis en accent. On a vu l'évolution qui s'est faite pendant la conférence avec l'accueil attentif du président aux critiques faites par la jeunesse, qui reste très
importante dans cette région, puisque avec des taux de chômage très importants, avec une pauvreté assez significative, mais cela aussi est un exemple parfait de ce qui pourrait être une démocratie participative qui est promue, que le président promeut actuellement, et ça se voit dans ce qu'il dit, en fait, qu'il n'est pas déçu, mais il attend beaucoup, au plus d'ailleurs, du peuple égyptien pour accueillir ses efforts pour redresser le pays économiquement et également au niveau de la souffrance de la jeunesse. Donc ici, on voit qu'il essaye en quelque sorte de guérir les blessures et les lacunes faites par un système éducatif assez médiocre qui a duré et perduré en Égypte pendant plus de 50-60 années. Très bien. Lorsqu'on parle justement de la Haute-Égypte, là, il faut mentionner que le chef de l'État a insisté sur le fait que la Haute-Égypte témoignait d'un grand essor sur tous les plans, ajoutant que les efforts déployés pendant les 30 derniers mois depuis sa prise de fonction ont commencé à porter leurs fruits et que la Haute-Égypte a commencé à porter ou à faire peau neuve. À quel point vous pouvez compter justement sur un développement significatif en Haute-Égypte? En fait, développer la Haute-Égypte, c'est une nécessité. En fait, on n'a pas le luxe, en fait, ce luxe-là de délaisser la Haute-Égypte sans développement pour plusieurs raisons. Premièrement, par exemple, le président a mis le doigt sur un problème, bien une crise tout à fait aiguë, si vous voulez. C'est en fait le problème du Nubien. Dans la Haute-Égypte, c'est surtout en soi parce qu'il y a plusieurs voix, en fait, qui veulent dire aux Nubiens que vous êtes négligés par l'État, que vous êtes lésés par l'État, donc l'État ne vous accorde la moindre attention. Donc il a dit, au lieu, par exemple, de donner libre recours à celui que vous, si vous voulez, exploiter les circonstances de l'Égypte pour exciter les Nubiens, par exemple, il y a une sorte de schisme, si vous voulez, un séparatisme, donc il faut accorder l'attention à soi. Pour la Haute-Égypte, par exemple, la Haute-Égypte, elle contient plus de 43% de la population d'Égypte. Donc, l'alternative pour ceux qui ne trouvent pas de quoi manger, de quoi se nourrir, de quoi travailler, ou bien de loger, tout cela, donc, ils ne font ce qu'on appelle la migration intérieure, locale, c'est-à-dire vers le Caire, vers, par exemple, les villes littorales, vers Alexandrie, Marsa Matrouh, même vers le Sinaï et tout, ou bien peut-être vers l'étranger, c'est-à-dire à l'extérieur du pays. Donc, vous avez une richesse, il y a la main-d'œuvre, en fait, de la Haute-Égypte, qui sont tout à fait persévérants, patients, qui peuvent supporter le travail dur. Donc, comment sacrifier tout cela à cause d'une planification qui n'est pas correcte? Donc, il faut accorder une attention particulière à l'Haute-Égypte. Et j'ai lu aujourd'hui une proposition de la part d'un journaliste qui dit, même je crois que c'est un parlementaire en fait, qui a dit qu'il faut donner des prérogatives, si vous voulez, d'exemption d'impôts pour celui qui investit en Haute-Égypte. Et il faut alourdir les taxes en fait sur celui qui fait des investissements dans les zones tout à fait urbaines, autour du Caire, ou bien autour de villes tout à fait en prospérité. Donc il faut donner en fait des avantages et des privilèges en fait à celui qui veut investir en Égypte. Par exemple, vous avez quelqu'un comme l'homme d'affaires célèbre, Naguib Sawiris par exemple, il est de Sourag, mais la plupart de ses investissements c'est au Caire, à Alexandrie ou peut-être à l'extérieur de l'Égypte. Pourquoi il n'investit pas en Égypte? Parce qu'il n'y a pas en fait d'avantages. Donc si on lui donne lui et aux autres des avantages, je crois fermement qu'ils vont réfléchir et réviser leurs idées. On ne parle pas de personnes en particulier, mais en général. À titre d'exemple, c'est tout. Hein. Voilà. Oui. Aujourd'hui, lorsqu'on parle des recommandations de cette conférence, là, parmi les recommandations, on voit justement l'installation d'un organisme pour le développement du sud de l'Égypte visant à promouvoir les services publics et à fournir de nouvelles chances de travail et à protéger les monuments de la Nubie grâce en fait à des investissements de plus de 5 milliards de livres égyptiennes au cours des 5 prochaines années. Là, on parle d'une recommandation précise, on parle d'une date précise. Dans les 5 ans, il faut faire tel et tel. Lorsqu'on parle des réalités
possible et sur le terrain pendant ces 5 années. Pourquoi on parle justement de cela aujourd'hui? Parce que aussi la Haute-Égypte comptait pour de longues années sur le tourisme. Pas toute la Haute-Égypte, mais les villes au moins les plus importantes. On compte surtout sur le tourisme. Aujourd'hui, le tourisme n'est pas comme avant, n'est pas comme hier. Sans doute, mais on n'a pas de garantie. Le développement touristique dans cette région est le plus prometteur presque dans toute l'Égypte. Bien sûr, mais à part le côté concernant le tourisme, parce qu'il y a plusieurs facteurs qui contrôlent le secteur du tourisme en Égypte et ça ne dépend pas de nous seulement. Sans doute, mais bon, on parle de l'investissement, on parle de la production, on parle de projets dans les villes de la Haute-Égypte. Et il reste aussi également de voir ce qui va se passer durant ces 5 prochaines années. Donc, c'est des recommandations en espérant que cela va être fait déjà. Mais au niveau de développement touristique, cette région, elle est très... c'est un tout formidable pour l'Égypte parce que ça reste et ça restera toujours une des régions les plus choisies, qui pourrait être choisie comme une destination exceptionnelle pour presque tous les habitants du monde entier. Parce que c'est les 7000 ans d'histoire, c'est l'aube et le début de l'humanité, c'est des monuments pharaoniques qui datent d'antan et qui, le cadre est exceptionnel avec une richesse dans tout l'environnement qui est inégalé dans le monde entier. Donc, ça pourrait absorber également beaucoup des jeunes qui peuvent travailler dans le secteur touristique dans le futur. Et on a vu également, parmi les visites qu'a fait le président, que nombreux touristes viennent pour des pays qui n'étaient pas traditionnellement clients pour le tourisme égyptien. Donc, on a vu pas mal de Chinois, de Japonais, d'Indiens. Donc il y a... Indiens peut-être, mais les Japonais, suivis des Chinois, étaient habituellement des touristes. Oui, mais ça devient diversifié. Surtout les touristes japonais, en fait, parce qu'ils s'intéressent beaucoup, ils accordent beaucoup d'importance au tourisme culturel. Oui. Et développer culturellement cette région serait un atout exceptionnel pour l'Égypte, même de rendre Assouan ou Luxor une métropole en dépit de l'importance de la capitale, le Caire, ou des villes comme Alexandrie, serait quelque chose qui pourrait être prometteur pour le développement possible de l'Égypte envers l'Afrique, et serait peut-être la porte de l'Égypte pour l'Afrique. Très bien. Je reviens encore une fois à vous, docteur Gabal, en parlant de la jeunesse. Avec la tenue de cette conférence, et vous, parmi les jeunes, est-ce que vous pouvez toucher vraiment les échos de cette conférence ou des conférences, donc des réunions? On parle aujourd'hui de plusieurs réunions du chef de l'État avec la jeunesse, l'importance qu'accorde aujourd'hui l'État à la jeunesse. Est-ce que vous pouvez ressentir un petit peu les échos parmi la jeunesse que vous rencontrez presque tous les jours? Je crois que cela dépend en fait de la mise en exécution de la part du gouvernement, des recommandations, ainsi que en fait des crédits et de soldes qui sont déjà en fait fournis par l'État pour réaliser le projet relatif à la jeunesse. Parce que, par exemple, vous avez maintenant des déclarations de la part du président, vous avez également du budget qui était consacré à réaliser graduellement certaines entreprises d'investissement, mais en fait, c'est au gouvernement en fait, de commencer à faire son action, parce que c'est très, très important. Mais je veux revenir également aussi, surtout à Luxor, à Assouan, où se trouve l'activité touristique comme activité principale. Est-ce que cela, en fait, sera tout à fait faisable d'essayer de changer d'activité, de faire une sorte de mutation d'activité ou de travail dans des zones touristiques qui vivaient, ça fait longtemps, sur l'industrie touristique. L'industrie touristique, je parle seulement, en fait, par exemple, de monuments, mais je parle également de l'hôtellerie, de transport, avec des charrettes, en fait, locales, comme ça,
je parle aussi de nourriture, ou bien par exemple ce qu'on appelle les services touristiques, de l'industrie des statuettes, du papyrus et tout cela. Donc, ils sont habitués en fait à travailler au tourisme. Et c'est très très rentable pour eux. Changer d'activité sera difficile, mais je crois qu'il faut mener un travail à cheval. Premièrement, essayer de trouver l'alternative pour ne pas être toujours sous la merci du tourisme et lorsqu'il y a un problème, donc tout le monde en fait souffre. Mais également, et de même pied d'égalité, je crois qu'il faut aussi chercher à promouvoir le tourisme parce que c'est l'activité principale de cette région. Et je crois que c'est une grande perte que, par exemple, les habitants d'Ousmane de l'Oxford se transforment en simples ouvriers ou bien cultivateurs, tout cela, parce que c'est une grande perte pour le pays. Parce que travailler dans des usines ou bien travailler dans l'agriculture ne va pas apporter de la devise étrangère. Donc c'est très important. Très bien. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la jeunesse et l'intérêt accordé à la jeunesse, c'est équivalent donc à lutter contre le terrorisme peut-être. Sans doute, et contre l'immigration, si on relie cela avec la conférence qui va se passer en Éthiopie, c'est la même idée de la conférence africaine, d'essayer de motiver les jeunes et optimiser tout ce qui existe sur le continent africain pour éviter l'immigration. Et à côté, par exemple, en Égypte, en ce qui concerne la Haute-Égypte, à côté du tourisme, il faut développer en parallèle l'industrie et trouver une vie paisible pour les habitants de ce continent pour rester sur le continent. Donc il y a des efforts qui sont faits, parmi lesquels l'autoroute qui va mener d'Alexandrie jusqu'à Cape Town en Afrique du Sud, par exemple. C'est des projets de longue haleine et de plusieurs années, mais qui doivent commencer aujourd'hui, même hier, pour arriver à un développement que le continent mérite. Voilà. Qu'est-ce qui peut motiver la jeunesse ou les jeunes? Il faut leur redonner la confiance en leur pays. C'est d'une part, d'autre part, il faut chercher à se rapprocher d'eux, parce qu'en fait, ce n'est pas eux qui vont chercher à se rapprocher avec les plus âgés comme moi, par exemple. Mais sinon, en fait, qui devons prendre l'initiative pour les encourager et les stimuler et leur faire sentir que leur pays, c'est un pays tout à fait, en fait, joli et tout à fait prometteur, est un pays à la fois ancien, qui a eu plusieurs civilisations. Nous avons la civilisation pharaonique, la civilisation hellénique avec les Grecs. Nous avions aussi la civilisation copte et l'église copte, la première église copte à l'époque. Et nous avons aussi la civilisation islamique. On a contribué à promouvoir la civilisation islamique à partir de la chute de Bagdad en 1258 et jusqu'à aujourd'hui, sous le forme de l'Azhar, l'épanouissement du pays. Donc c'est un pays tout à fait polyvalent et c'est aussi le minaret, non seulement pour tous les continents d'Afrique, mais également pour aussi le pays arabe, pour le monde musulman. Donc il faut qu'ils aient confiance en leur pays, mais il faut également un effort déployé par le gouvernement. Il faut que le gouvernement soit à la hauteur en fait, des ambitions de peuple en général et de jeunes en particulier, parce que nous avons remarqué par exemple une sorte d'obstination, bien de boycott politique, une sorte de boycott politique de la part de jeunes dans les dernières élections. Pourquoi ils ne sont pas allés aux urnes? Parce que peut-être ils n'ont pas assez d'espoir. Donc il faut leur redonner l'espoir. Vous parlez de boycott alors qu'on précisait qu'il y en a parmi ceux qui sont... Une sorte d'indifférence, si vous voulez. Indifférence parce qu'ils ont cru, peut-être, c'est pas correct, qu'ils ne sont pas intéressés par ce qui se passe, ou peut-être ce qui se passe n'est pas relatif. Aujourd'hui, on parle d'une nouvelle tradition. On parle de la promotion de jeunesse, on parle des rencontres et de choses positives à continuer. On est encore... on fait encore le premier pas. Ce n'est pas encore suffisant. Maintenant, je vais passer à la deuxième journée de cette conférence, la clôture et les recommandations. Là, je rappelle qu'à la clôture justement de cette deuxième conférence mensuelle des jeunes, le président de la République a énoncé plutôt les recommandations émises à la fin des débats concernant le développement en Haute-Égypte en tant que partie intégrante du territoire égyptien. Je vous invite à suivre avec nous ce commentaire signé d'Alia Karam.
Après 2 jours de débat, dans le cadre de la 2e conférence mensuelle des jeunes, les recommandations suivantes ont été formulées. Installer un organisme pour le développement du sud de l'Égypte visant à promouvoir les services publics et à fournir de nouvelles chances de travail et à protéger les monuments de la Libye grâce à des investissements de plus de 5 milliards de livres égyptiennes au cours des 5 prochaines années. Achever tous les projets de développement en Nubie auxquels 320 millions de livres seront alloués pour parvenir à les achever d'ici juin 2018. Lancer un projet national pour établir des zones industrielles complémentaires pour les petites et moyennes industries. Au cours de la première étape du projet, on doit installer 200 petites usines dans chaque province de la Haute-Égypte au cours des 10 prochains mois. Poursuivre le travail pour l'expansion du cadre des mesures de protection sociale à travers l'évolution d'un programme de solidarité et de dignité pour l'embauchage des fils des familles qu'il parraine, et cela en lançant des projets qui exigent beaucoup de main-d'œuvre. Doubler les efforts pour améliorer les conditions de vie en Haute-Égypte, et cela en intensifiant les efforts dans les domaines de la santé, l'enseignement, le transport et le logement. Accélérer la mise en œuvre des projets du Triangle d'Or dans les 3 provinces de Qeda, Safaga et Kousser, et cela sur 5 étapes successives visant à établir des zones pour les industries métallurgiques et des zones touristiques internationales pour en faire une zone mondiale qui attire les investissements. Transformer la province d'Assouan en une capitale pour l'économie et la culture africaine et la célébration du bicentenaire du temple d'Abou Simbel, comme une promotion touristique pour l'Égypte et l'organisation de grandes festivités à cette occasion. Et enfin, réviser la position de tous ceux qui n'ont pas encore été indemnisés avant et après la construction du haut barrage, et cela à travers un comité national formé des parties concernées qui doit achever son travail dans 6 mois au plus tard. Voilà, c'est vrai qu'on parle de la jeunesse et du développement de la Haute-Égypte, mais il y a pas mal de dossiers qui sont étroitement liés justement à ces 2 premiers. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Madame Falida El-Choubeichi, journaliste et écrivain. Bonsoir, Madame Falida. Madame Falida El-Choubeichi. Oui, bonsoir, mais je vous entends très mal. Alors faites attention, je suis un peu sourde, si vous voulez. Non, pas du tout. Si la qualité n'est pas très très bonne, ça ne va pas marcher. Voilà, on va essayer. Alors, bonsoir à vous, à vos invités et aux téléspectateurs. Très bien, je vais essayer de parler un peu plus fort. Tout d'abord, merci d'être avec nous, Madame Falida El-Choubeichi. Et justement, on parle du développement de la Haute-Égypte, mais tout d'abord, on parle bien de cette tradition qu'a mise en place le chef de l'État, cette rencontre mensuelle avec les jeunes, avec la jeunesse égyptienne. Comment voyez-vous justement ces rencontres? Je crois qu'on avait déjà parlé ensemble, vous et moi, que cette initiative-là, cette innovation dans la vie politique égyptienne, c'est un élément très, très, très important et très favorable à au bonheur de l'Égypte même. Parce que si les jeunes, l'avenir de l'Égypte, ce sont ces jeunes. Et il y a 60% de la population qui sont au-dessus, je crois, de 20 ans, ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que la majorité égyptienne, c'est des jeunes. Alors, qu'est-ce qui va construire l'Égypte? Qu'est-ce qui va mettre l'Égypte à la place qu'elle mérite et qu'elle a toujours occupée? Ce sont les jeunes, et c'est ça le pari du président. Moi, je veux vous dire quelque chose. Moi, depuis le commencement de l'avènement du président Al-Sisi, j'ai toujours le sentiment que c'est un homme qui ne rêve que pour l'Égypte et qui essaye, qui consacre toute sa vie à réaliser ce rêve-là. Alors maintenant, ce que j'ai entendu comme recommandation, c'est vraiment très très bien et très bénéfique pour notre pays, et j'espère qu'il va avoir les moyens de réussir. Vous savez, en plus, il est très franc. Il a dit à tout le monde, nous sommes un pays pauvre, mais nous allons réussir, et nous allons travailler, nous allons produire. C'est ça. On ne peut pas rester comme ça, les bras croisés, et penser qu'on prend une aide d'ici ou une aide de là, et avancer avec le pays. Moi, je suis plus qu'optimiste que l'avenir de l'Égypte sera vraiment l'avenir que j'attendais et qu'attendent tous les Égyptiens.
Certainement, c'est très positif d'écouter et d'entendre des voix positives. Aujourd'hui, lorsqu'on parle justement de la jeunesse et de l'avenir, quand vous venez de mentionner, on parle du choix. Pourquoi on a choisi la ville d'Assouan, la Haute-Égypte, justement, pour peut-être préciser, insister sur le fait que le gouvernement, la direction égyptienne accorde l'intérêt au développement de tous les gouvernorats de l'Égypte aujourd'hui. Comment voyez-vous justement la tenue de cette rencontre à Assouan et donc tout ce qui a rapport avec les recommandations concernant la ville d'Assouan, la Nubie et le développement des villages nubiens, les sommes consacrées justement au développement de quelques villages nubiens négligés, disons? Justement, ce qui est très étonnant et qui est aussi un peu révoltant, c'est que personne n'a pensé à la place de Luxor, par exemple. Et à Assouan et ces deux gouvernorats-là qui sont le foyer de l'humanité, le début de l'homme, le début de l'histoire, le début des États. Et en plus, il y a tellement des vestiges, et tellement des marques de la civilisation sans pareil dans le monde, que c'était très étonnant de ne pas exploiter tout ça, de ne pas montrer tout ça à l'univers, à tout le monde, même les extraterrestres, si vous voulez. Enfin, il faut être fier de ce qu'on a, et on a le droit d'être fier de ce qu'on a, mais en plus, le plus important, c'est de continuer dans cette voie. Et les habitants, en fait, de cette région ont aussi le droit d'être fiers de leur histoire à ce territoire. Justement, comment voyez-vous l'impact et la répercussion de la tenue de cette rencontre à Assouan, justement sur les habitants de la Haute-Égypte, les habitants d'Assouan, de la Nubie, qui peut-être se sentaient négligés à quelques moments, justement, de notre histoire, disons, contemporain? Bien sûr, c'est pas qu'ils ont un sentiment, une illusion, non, ils étaient négligés, effectivement. Et chaque fois que je lis un article de quelqu'un de respectable dans les écrivains, il parlait de la Haute-Égypte et qu'il ne fallait pas négliger les citoyens égyptiens de la Haute-Égypte. Alors là, ce président-là, vraiment, sincèrement, il a compris, il a tout compris. Moi, je vois qu'il travaille dans un sens que j'ai espéré. Et vous savez que nous avions des circonstances très difficiles dans les années 60. Et, il y avait une guerre sans merci aussi contre nous. Mais nous avons réussi parce que, comme l'a dit le président Assisi, nous étions une seule main, c'est-à-dire on était tous ensemble, on avait l'unité du pays. Et c'est avec notre unité qu'on va dépasser et éloigner et éliminer tous les obstacles. Très bien. Dernière question, lorsqu'on parle d'Assouan, lorsqu'on parle de la Haute-Égypte, on parle de la Nubie, on parle du Nil, on parle aussi de l'Afrique. Aujourd'hui, le président Abdel Fattah ici se rend à Addis Abeba aussi en Éthiopie pour le sommet africain. Comment voyez-vous justement la participation égyptienne? Certainement, l'Égypte accorde beaucoup d'importance à ses relations avec l'Afrique, mais plus précisément, se rendre en Éthiopie aujourd'hui. C'est vital pour nous. Vous savez, on a négligé l'Afrique et en conséquence ou en réponse, l'Afrique aussi nous a négligés. Mais là, c'est notre présence continue dépend en grande partie de l'Afrique. C'est notre dimension stratégique, l'Afrique. Oui. Et ça a une place prépondérante et très respectée des Africains parce que nous avons joué un rôle majeur dans la libération des peuples africains et leur lutte contre l'impérialisme et contre la colonisation. Alors là, le président Assisi a vraiment, il a vraiment touché un point très important pour nous. Et il était temps qu'on revienne à l'Afrique et que l'Afrique revienne à nous. Et c'est beaucoup plus que n'importe quel autre combat. Moi, je trouve qu'il choisit très bien les combats de l'Égypte. Il choisit très bien ces points les points visés, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut réussir. Et je vous dis, je suis très optimiste et je lui fais plein confiance.
Très bien. Avec cet optimisme, donc, on vous remercie. Merci beaucoup à vous, Madame Falid Al-Choubechi. Vous êtes journaliste et écrivain. Merci beaucoup de vos précisions. Retour à vous. Donc, docteur Kamel Gabal, là, on parle des recommandations, on parle de la jeunesse. Là, on parle aussi des défis. Oui. Des défis donc, qui sont là, défis de très longues années face à la jeunesse et à la progression, y compris donc la formation de la jeunesse même. Oui. Justement, lorsqu'on parle de ce point en particulier, la formation de la jeunesse, l'intérêt qu'accorde le gouvernement, que doit accorder en fait le gouvernement à la formation de la jeunesse et des enfants tout petits en fait. En fait, le grand enjeu, le grand défi pour l'Égypte, c'était le même défi qui a affronté des pays se développés comme nous auparavant, comme la Malaisie par exemple, le Brésil, l'Inde, tous les autres pays qui étaient sous occupation en fait avant. C'est l'enseignement pour la formation professionnelle, c'est-à-dire enseignement pour le travail, pour le marché du travail. Comment par exemple former des jeunes en fait pour qu'ils puissent travailler. Par exemple, en Allemagne, il y a une attention particulière qui est accordée aux écoles industrielles, par exemple. Ici, en Égypte, pour les brevets industriels, les brevets agricoles et tout cela, donc c'est tout à fait négligé. Ici, en Égypte, le plus important, c'est quoi? C'est d'avoir un diplôme supérieur, comme par exemple licence, par exemple, licence soit sciences, soit lettres, je ne sais pas. Et aussi, par exemple, peut-être le magistère, le doctorat et tout. Donc, on cumule les diplômes sans une utilité remarquable, une utilité vitale. L'importance pour l'Égypte, c'est comment former, comment se servir de leurs jeunes comme des professionnels compétents pour qu'ils puissent travailler aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Comme vous le connaissez très bien, par exemple, dans le corps universitaire, pour les pays arabes, même pour les pays arabes, on a commencé à préférer, à donner prévalence, par exemple, à ceux qui ont eu leur doctorat à l'étranger, soit en Angleterre, en France, peut-être aux États-Unis, je ne sais pas quoi. Donc on commence par les choisir, puis on commence à faire des tests et d'interviews pour ceux qui ont eu leur PhD en Égypte. Donc c'est très, très dangereux. Donc, accorder une attention particulière à ce qu'on appelle la formation professionnelle. C'est-à-dire, vous êtes diplômé de la faculté de commerce, est-ce que vous êtes un bon comptable, par exemple? Vous êtes gradué de faculté de droit, est-ce que vous êtes un bon avocat? Ça, c'est pas évident, mais là, ça, c'est oui, mais c'est le grand enjeu, c'est le grand défi pour un pays comme l'Égypte. Très bien. Justement, et avant de terminer, il ne nous reste que quelques petites minutes. Lorsqu'on parle aujourd'hui, comme je viens de le dire, on parle d'Assouan, on parle de l'Afrique aussi. Aujourd'hui, le chef de l'État se rend à Addis Abeba pour assister au sommet africain. Justement, comment voyez-vous cette participation, cet intérêt accordé à l'Afrique en général? C'est très important, cette conférence également. Il va y avoir le retour du Maroc également. Oui, et ce serait, après 28 ans, si je ne me trompe pas. Probablement, donc ce serait une réussite. Et comme disait Mme Choubechi il y a quelques instants... C'est la 28e édition, après de très longues années, je ne me souviens pas en fait... Depuis l'arrivée de Polisario à l'organisation. Mais ce qu'il faut dire que c'est un espace vital pour l'Égypte, l'Afrique, et c'est un espace naturel. Et notre appartenance à l'Afrique, c'est inné et c'est naturel. Donc c'est ça d'un côté. Pour retour à ce qui était dit sur la régularité des conférences, chaque mois, mensuel, etc., c'est très important de dire que c'est un vrai pas très important pour motiver les jeunes à s'intéresser à la politique. Et ça vise également cette promotion de cette démocratie participative, parce qu'il y a des stéréotypes qui sont ancrés dans la mentalité, dans la société égyptienne, qu'il ne faut pas parler de politique, qu'il ne faut pas s'engager pour... Pas le contraire, après le 25 janvier, après tout ce que l'Égypte a connu ces dernières années. C'est à travers ce genre de conférences et de participation de la jeunesse ce que se fera cette motivation d'y aller à l'avant et de s'intéresser et de s'impliquer dans... Est-ce que vous aussi, vous trouvez que la jeunesse ne s'intéresse plus assez à la politique?
Pas assez, pas avec toutes ces forces. Malheureusement, c'est ce qu'il demande, le président. Et cette conférence est un moyen pour promouvoir cela, pour promouvoir la vie politique en Égypte, pour promouvoir l'engagement de la population dans le sort de la société, dans le développement, dans le travail, dans les idées, toutes les idées sont bonnes. Il n'y a pas de mauvaises idées, il y a toujours des bonnes idées. Mais il faut défendre les idées et aller de l'avant et continuer. Il nous faut une continuité, une persévérance. Et le président l'incarne très bien. Et où est la place ou le rôle des partis politiques alors? Non, mais en attendant la formation des vrais partis politiques de gauche, de droite et du centre. De vrais partis politiques. Là, vous parlez de vrais partis politiques. Non, mais parce qu'il y a un grand nombre de partis politiques qui ne représentent qui n'ont pas de présence dans la rue. Qui n'ont pas de programme politique, qui n'ont pas de... en réalité, il n'y a pas des vrais programmes à réaliser dans le pays. Et ça, c'est un manque important. En dépit de tous les défis qu'affrontent les pays, les programmes politiques des partis existants au Parlement, malheureusement, ils sont très minces et c'est très individualiste, si on peut le dire, et très loin, décalé de ce qui est vraiment préoccupant le citoyen égyptien. Très bien. Vous, Dr Kamal Gaballa, vous êtes professeur à l'université d'Al-Azhar. Là, on peut aussi parler du rôle d'Al-Azhar en général. Pourquoi? Parce qu'on a... certains reprochent à Al-Azhar quelques programmes, ces programmes. Justement, comment voyez-vous aujourd'hui la possibilité pour Al-Azhar je ne sais pas, de justement moderniser ou changer quelques programmes? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est correct? Voilà, lorsqu'on parle du discours religieux et donc cette relation entre le discours religieux et la jeunesse en général. Oui, si vous parlez par exemple de l'extrémisme, de l'intégrisme, je crois que l'Azhar, le programme de l'Azhar, en général, en totalité, peut-être même s'il exige quelques petites modifications, bien par exemple, les réorganisations, ils sont à la hauteur, il n'y a aucun problème. Mais le problème, c'est que la plupart de ceux qui parlent du rôle de l'Azhar ne connaissent pas parfaitement ce qui est enseigné à l'Azhar. Mais si vous voulez, par exemple, que l'Azhar donne une sorte de promotion pour la vie politique, j'ai que 3 mots à dire. Premièrement, le président n'a pas son parti politique comme d'habitude dans la plupart du pays. C'est un problème aussi. Deuxièmement, la loi d'élection aussi a affaibli le rôle de parti politique en Égypte. Troisièmement, malgré l'insistance de part du président de saluer la révolution du 25 janvier, il y a pas mal de journalistes qui jusqu'à présent les baptisés de fléaux ou bien de défaites, je ne sais pas quoi, donc qui cherchent en fait à se mépriser de la révolution du 25 janvier et le considèrent comme une sorte de complot. Donc vous avez 3 gros problèmes dont l'Azhar n'a rien à voir à faire, mais tout simplement l'Azhar donne l'espoir, comme la plupart des institutions religieuses, que demain sera mieux qu'aujourd'hui. Et il faut par exemple avoir une vision futuriste de la part de tout le monde. L'Azhar est invité à réactualiser le discours. Ce n'est pas réactualiser l'information parce que l'information est presque stable, mais à réactualisation du discours religieux pour qu'il soit à la hauteur du défi d'aujourd'hui. Très bien, je vous remercie infiniment, Dr Kamal Gaballa. Je rappelle que vous êtes professeur à l'université d'Al-Azhar. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir. Merci à vous aussi, M. Amrezoui, vous êtes journaliste. Merci à vous aussi d'avoir été parmi nous ce soir. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous. Au revoir.